Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un jeu, Beyond the Wall and Other Adventures, dont j'avais parlé dans une vidéo il y a un certain temps. Je pense que j'y ai joué, ça devait être un peu avant le confinement ou entre les deux confinements, je sais plus trop, c'était à un moment. On va pas faire le tour du livre et tout, si vous voulez aller voir par exemple des feuilletages, des trucs comme ça, il y a des chaînes comme Rollis TV et d'autres qui vont certainement le faire. Je vous mets néanmoins quelques images des bouquins parce que je trouve que, voilà, moi à l'époque, je l'avais pris en anglais sur Drive-Thru, donc c'est des services d'impression un peu particuliers. Les livres étaient pas super, les livres que j'avais. J'avais acheté toute la gamme parce que je suis débile, parce que j'aime bien acheter des trucs. Je l'ai racheté en français. Voilà, je l'ai racheté en français. La qualité des livres, là ça a été traduit, du coup la qualité des livres, franchement elle est top. Et je suis assez content que le jeu ait été traduit parce que même si, voilà, récemment je vous ai parlé de Shadow Dark et tout, et que je pense pas jouer à Beyond the Wall and Other Adventures, en fait, tout simplement, je pense pas y jouer, ou pas d'ici un certain temps en tout cas. Je trouve que, enfin je sais pas, c'est un jeu que j'ai bien aimé, parce qu'en fait c'est un jeu OSR mais qui a une petite touche, on va dire poétique, un peu conte. C'est inspiré d'œuvres comme Terre et Mer, vous voyez. Alors moi j'ai pas lu les bouquins, mais Miyazaki, les contes de Terre et Mer, il y a une version en animé. Il y a des images qui peuvent même nous faire penser un petit peu à du château ambulant. On va voir tout ça après parce qu'on va regarder vite fait, mais dans le PDF. On va pas faire un flip-through complet, mais je vous parlais des trucs qui sont cool et qui font pour moi c'est un bon jeu si vous voulez commencer à jouer, voilà, un peu en bac à sable, sans trop vous prendre la tête, avec un début assez simple à mettre en place, en fait, un début de campagne, ou même des one-shots assez simples à mettre en place avec des systèmes proches, on pourrait dire, de celui de Shadow Dark, même si, encore une fois, Shadow Dark a ma préférence, je ne pense pas retourner vers Beyond the Wall. Voilà, moi je l'ai repris parce que, pour le coup, il y a un petit peu un truc de nostalgie court terme, hein, parce que je l'ai découvert il y a 2 ans, mais voilà, c'est un jeu que j'aime bien, et je suis content qu'il soit traduit. Il a ce petit truc un peu conte, un peu... En fait, on joue des jeunes dans un village qui vont partir à l'aventure, des jeunes héros. C'est un peu ça le pitch. Un village qu'ils n'ont jamais vraiment quitté, qu'ils connaissent bien. On quitte le familier pour aller vers l'inconnu, aller vers l'émerveillement, etc. C'est un peu les hobbits qui quittent la comté. Ça me fait penser un petit peu à un autre jeu dont je pourrais vous parler d'ailleurs, qui est bien sympathique. Pour toutes les idées qu'il y a dedans, encore une fois, c'est pas un jeu auquel je jouerai, mais c'est le jeu The Dark Crystal. Donc qui se passe dans l'univers du film original, il y a une série Netflix et tout. Ça fait un peu penser à ça, vous voyez, un truc un peu enchanteur, où néanmoins il va y avoir une part d'ombre, mais on n'est pas sur de la high fantasy, où tout de suite c'est de la power fantasy, tout le monde a des super pouvoirs, on joue des méga héros de la mort qui affrontent toutes les forces du mal. On n'est pas non plus sur de la dark fantasy grim, vous voyez, où genre on est dans la boue, on est en galère, on en chie, on essaie de tuer un vampire, mais en fait on se fait exploser avec de l'horreur cthulhienne ou je sais pas quoi. On est dans plus ce truc un petit peu des contes en fait, un peu low fantasy, mais la magie est là. Ça fait aussi un peu penser, si vous voulez, à Weissen, le jeu de Free League d'une certaine manière, où on enquête sur le surnaturel un peu teinté nordique. Il peut y avoir un troll sous un pont, une vieille sorcière dans une grotte, vous voyez, c'est un peu ce délire-là. Et j'aime beaucoup. Donc sans plus attendre, on va aller voir les PDF. Je vais vous montrer quelques trucs que je trouve vraiment cool, qui font un peu la spécificité du jeu. Et puis je vous inviterai à vous renseigner davantage par vous-même si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a déjà une vidéo de Rollis TV. Comme je vous disais, moi le jeu je l'avais récupéré en anglais. Son existence, enfin il existe depuis longtemps en anglais, donc il y a des vidéos autour de ça et tout. Bref, on est parti. Donc voilà la couverture, hein, que je trouve vraiment super top. En fait, j'adore la police d'écriture. Mais bon, si je commence à m'arrêter sur ça, ça va pas être une vidéo rapide comme j'essaie de le faire. Donc grosso modo, vous voyez, que signifient les nombres? On a des classes, on a des niveaux, on a valeur de caractéristiques, force, machin, truc, constitution et tout. Tout ça, c'est du D&D relativement classique. On va voir qu'il y a des trucs que j'aime moins dans le jeu, par exemple, certaines mécaniques qui gardent le côté nostalgique, c'est-à-dire que pour faire vos jets de caractéristiques, vous jetez un D20. Par exemple, vous voulez sauter au-dessus d'un truc, convaincre quelqu'un, casser une porte, j'en sais rien. Vous jetez un D20, vous essayez de faire moins que votre caractéristique, donc on jette, on essaie de faire le moins possible, entre guillemets. Alors que quand on attaque et quand on fait des jets de sauvegarde, on essaie de faire le plus possible. L'attaque, c'est le D20 plus le modificateur de caractéristique pour dépasser la classe d'armure de l'adversaire. Donc tout ça, vous connaissez. Mais voilà, ça vient un peu en contradiction avec le jet de caractéristiques d'avant. Et le jet de sauvegarde, c'est le jet de sauvegarde. Nos sauvegardes, elles commencent genre... plus notre sauvegarde est haute, en fait, moins bien c'est parce qu'on doit faire plus que notre sauvegarde. Donc tout ça, moi, je trouve ça pas hyper logique. C'est pas des trucs auxquels je suis très attaché. Mais bon, c'est pas hyper logique, mais c'est pas hyper compliqué non plus. Le jeu est absolument pas compliqué. Il est vraiment simple. Si je devais tout de suite parler aussi d'un petit défaut,
c'est la manière dont le texte est rédigé parfois. Je pense que la traduction française reprend exactement la version anglaise, donc c'est pas pour jeter, enfin exactement non, mais c'est pas pour jeter la pierre à ceux qui l'ont traduit et tout, du tout. Hein, vous voyez, c'est plus voilà une remarque. Vous voyez, c'est beaucoup des gros blocs de texte comme ça. Et clairement, je trouve que on arrive à faire un petit peu mieux maintenant, surtout en termes de mécanique. Je dis pas, lorsqu'on parle de description de monstres, de lore, etc., que ce soit un peu écrit, ça peut être sympathique. C'est plus les goûts et les couleurs à ce niveau-là. Mais dès lors que on parle de mécanique, je trouve que là, le travail, il est pas... Enfin, on a vu mieux. Je dis pas que je pourrais faire mieux. T'sais, quand je dis le travail, ouais, le travail pourrait être mieux fait, on pourrait croire que c'est moi qui dis que je pourrais faire mieux, mais absolument pas. C'est juste que quand je vois d'autres jeux que j'aime beaucoup pour leur mécanique, souvent, ce qui fait que je les aime bien, c'est aussi qu'elles sont expliquées de manière extrêmement limpide et qu'on peut les consulter facilement. Là, c'est pas trop le cas. C'est un peu mélangé dans tous les sens et c'est beaucoup des gros blocs de texte. Donc on a les alignements, l'initiative, les sorts, etc. Créer un personnage. Donc en fait, vous pouvez créer un personnage classique en prenant une des 3 classes du jeu. Guerrier, roublard, magicien. Vos personnages, ils seront relativement différents. Les classes sont bien séparées. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Le guerrier, il va vraiment être supérieur en combat en général. Le roublard, il va être supérieur dans tout ce qui va être exploration, résoudre des problèmes et tout. Et le magicien, lui, il va avoir sa magie que les autres n'auront pas. Le fait de ne pas avoir trop de classes, ça fait qu'on est sûr d'avoir des personnages qui ont des rôles assez spécifiques. Et ça, j'aime beaucoup. Argent, équipement, c'est tout simple. Les règles sur les suivants, les alliés, bon, pareil, ça, c'est des règles auxquelles je suis pas très attaché. Il faut savoir que dans le jeu, en fonction de votre caractéristique de charisme, vous pourrez avoir plus ou moins d'alliés qui vous accompagnent et tout. Bon, je trouve que c'est un petit peu trop mécanique à mon goût, mais encore une fois, c'est pas ça qui va m'empêcher de jouer à ce jeu. Donc là, vous avez l'explication des lancers de dés. Vous voyez, voilà, il y a un peu voilà, c'est quand même des longs paragraphes qui sont pas mal écrits, hein, c'est pas désagréable. On retrouve quand même, au contraire. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est à la fois une force et une faiblesse. Je reviens en pleine caméra pour vous expliquer ça. Ce que je trouve vachement sympa dans la manière dont c'est écrit dans Beyond the Wall, c'est qu'il y a des bons conseils et des conseils, on va dire, plutôt des ouvertures sur des réflexions. C'est-à-dire que, alors peut-être que ça pourrait perdre des débutants, mais par exemple, les compétences, il n'y a pas de liste de compétences. Et moi, je trouve ça très très bien. Pas de liste de compétences, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas de liste de compétences. On vous dit, vos personnages, ils peuvent avoir 2 compétences au départ, et vous déterminez un peu, en groupe, quelles sont leurs compétences. Est-ce que je suis plutôt un bon cuisinier, un pisteur, un truc comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Pareil, il y a des trucs genre perception et fouille. On vous explique 2 manières de faire. On dit, il y a des jeux où c'est les joueurs... Enfin, il y a des tables, plutôt, où les joueurs, ils vont lancer leur propre jet de perception, des tables où c'est le MJ qui va le faire. Et on vous dit un peu les pour et les contre. Par exemple, si c'est des jets secrets, les jets de perception, ça veut dire que les joueurs, ils peuvent pas vraiment utiliser leurs points de chance, dépenser des points de chance pour relancer leur jet de perception, par exemple. On vous parle pas de toutes les possibilités. On vous parle pas, par exemple, du simple fait de dire qu'il n'y a pas de jet de perception dans le jeu. A priori, on vous invite à faire des jets de perception puisque c'est inscrit dans le bouquin. Mais voilà, il y a des petits conseils. On vous dit, voilà, vous pourriez essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Il y a des tâches qui sont impossibles, machin. Donc tout ça, c'est bien expliqué, je trouve. Ensuite, le fracas des armes. Les règles sont extrêmement simples. On doit dépasser la classe d'armure de l'ennemi, etc. Ce qui est pas mal, c'est que l'initiative est fixe. Donc on vous invite aussi à vous mettre autour de la table dans l'ordre de vos initiatives. Comme ça, en combat, c'est facile de se souvenir dans quel ordre on joue. Alors, il n'y a pas un univers à proprement parler, il y a un ton, etc. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les vrais noms. Et je pense que dans les contes de Terre et Mer, on entend parler des vrais noms. C'est un truc un peu mythologique. En gros, les gens, ils peuvent avoir un surnom, un nom qui leur a été donné, etc. Mais ils ont aussi un vrai nom. Et qu'est-ce que ça fait un vrai nom? Ça permet d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. D'ailleurs, regardez, je diverge un peu, mais ça fait un peu penser au château ambulant. Vous voyez, j'aime bien ce que ça évoque. J'aime beaucoup le style, en fait. Comment ça fait voyager. Bref. Le vrai nom, ça vous permet, si vous avez le vrai nom d'un démon, de lui infliger plus facilement des dégâts, de le dominer, de le forcer à faire des choses pour vous. Si vous avez le vrai nom d'un allié, vous pourriez plus facilement l'aider, le soigner, etc. Donc en fait, certaines créatures, on vous laisse assez libre là-dessus, on vous dit certaines créatures peuvent avoir un vrai nom, d'autres non, vos joueurs peuvent, enfin les PJ peuvent avoir un vrai nom ou pas, ça peut faire partie d'une cérémonie, un truc comme ça, donc j'aime beaucoup le concept de vrai nom, un peu comme si, lors de la création, finalement, chaque chose avait été nommée, mais que ça avait été oublié. Il y a un peu un côté comme ça, j'aime bien. Ensuite, expérience et niveau, pareil, ça, c'est des trucs un peu... Moi, j'ai pas la nostalgie qui me fait me dire, je trouve ça cool. Les classes, elles avancent pas à la même vitesse en termes d'expérience. Donc ça, c'est un peu old school. J'aime beaucoup la magie. Là, on arrive à la magie. La magie, elle se divise en 3 choses. Les tours de magie, les sortilèges et les rituels. Les tours de magie, vous pouvez les lancer à volonté, dans l'absolu. Sauf qu'il y a un jet pour les lancer, donc ça veut dire que vous pouvez rater et réussir. Et quand vous ratez, en fait, c'est soit vous décidez que vous pouvez plus lancer de sort pour la journée, vous êtes épuisé, ce qui est un choix qui peut être assez sûr, assez safe
Étant donné que l'autre choix, c'est de laisser au MJ, entre guillemets, vous compliquer la situation, créer une sorte d'effet secondaire à la magie. Donc à chaque fois, vous choisissez, genre, est-ce que j'ai besoin de lancer plus de sorts aujourd'hui, etc. J'ai pas envie de perdre mes sorts maintenant, mais je laisse le MJ épicer un petit peu la situation. Ou est-ce que on est déjà assez dans le pétrin, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir sans mes sortilèges par la suite. Donc je décide de pas pouvoir lancer de sorts après, mais au moins ça donne pas une ouverture pour que la situation se complique. J'aime beaucoup cette règle. Surtout que les sortilèges, en l'occurrence, je vais vous montrer vite fait, ce sont des sorts... la magie, en fait, c'est un des trucs qui fait pas mal le ton du jeu, je trouve. Typiquement, les tours de magie, c'est des petits sorts un peu utilitaires, plein de saveurs, mais c'est pas des attaques, des trucs comme ça. Vous voyez, il y a image silencieuse, illusion, langage animal. C'est de ce genre de sortilège-là qu'on parle, quoi. La lumière, les trucs qui vont faire que votre personnage, il a un côté un peu mystique, un certain ton, en fait, parce qu'on n'a qu'une classe de mage, on rappelle. Donc un magicien qui a comme tour de magie parler aux animaux et, je sais pas, un truc pour se camoufler, par exemple, tout de suite, il tend plus vers un truc un peu druidique, d'une certaine manière. Je trouve que c'est une bonne part de la personnalité de votre magicien, de son style, ces tours de magie. Ensuite, les sortilèges, vous avez un nombre limité de sortilèges à lancer par jour, donc ça c'est assez classique, il n'y a pas besoin de jets particulièrement pour les lancer. Vos adversaires, potentiellement, eux, ils peuvent faire des jets de sauvegarde pour résister. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque sort, il a un peu sa propre règle, et on est limité par nombre de jours, et c'est hyper simple à traquer, puisqu'on peut lancer autant de sorts que notre niveau de magicien par jour, tout simplement. Aussi simple que ça. Si je suis niveau 1, je peux lancer un sort par jour. Et ensuite, on a les rituels. Les rituels, c'est là où il commence à y avoir des niveaux. Là, les sortilèges n'ont pas de niveau. Genre appel de la nature, bannissement, enchevêtrement, chute de plume, tout ça, c'est des sorts. Ils n'ont pas de niveau, donc ça veut dire qu'au niveau 1, vous choisissez parmi tous ces sorts potentiellement. Tandis que les rituels, en fait, vous les lancez, voilà, au fur et à mesure des niveaux, vous débloquez la possibilité de lancer des rituels de plus en plus forts, entre guillemets. De mémoire, je vous dis ça, si ça tombe, on peut lancer des rituels de plus haut niveau tout de suite, mais je suis pas sûr. Et là, il y en a quand même une tripotée, et c'est des rituels, c'est des trucs genre malédiction majeure, contagion, dissipation de la magie, rituel de soin, pierre magique, muraille, résurrection, enfin c'est vraiment des trucs où à chaque fois vous allez devoir dépenser des composants, passer plusieurs heures pour pouvoir les lancer et qui peuvent avoir des effets secondaires. Vous allez jeter un dé pour voir pour vos rituels s'ils fonctionnent ou non. Alors je crois qu'ils fonctionnent de mémoire à tous les coups, mais que en fait si vous ratez votre jet, il y a un effet secondaire terrible. Parce que comme vous avez déjà dépensé beaucoup de temps et de composants, je crois que ça réussit forcément. Ceux qui jouent à Beyond the Wall en ce moment veulent me dire si j'ai tort, et que du coup, par contre, il y a quand même une chance que le rituel, il tourne un peu mal. Et ça, je trouve que c'est très très thématique. En fait, si on devait résumer, d'un côté, on a les tours de magie, c'est un peu genre, j'ai une petite luciole qui me suit partout, je sais parler aux animaux, j'ai un peu ce côté mystique comme ça, permanent, mais qui parfois me joue des tours. Donc c'est très dans le ton conte, je trouve. Ensuite, on a les sortilèges qu'on va apprendre à l'école de magie, un petit peu, on peut pas en utiliser beaucoup, et ils ont des effets très utilitaires, très spécifiques, genre attaquer, ouvrir une porte, enfin des trucs assez qui vont permettre de résoudre plus facilement des problèmes, on va dire, et d'avoir une certaine polyvalence, on va voir de plus en plus en montant en niveau. Et enfin, on a les rituels où ça prend plusieurs heures et tout, donc on a vraiment ce côté un peu magie païenne, vous voyez, et qui peuvent avoir des très gros effets qui peuvent changer au plus haut niveau toute une région, etc. Mais où à chaque fois ça prend du temps de les incanter, donc on n'est jamais dans de la power fantasy. Même si on peut avoir des sorts qui ont des effets très très puissants, à chaque fois il nécessite du temps, des composants, donc des sacrifices, une certaine mise en scène finalement. Et ça j'aime beaucoup parce que ça apporte un peu à la narration. Vous voyez, si voilà, il faut rassembler les composants, s'il faut découvrir le rituel, un peu comme les vrais noms en fait. Peut-être que vous allez avoir des démons, ils sont super forts, et en fait vous allez devoir essayer de trouver leur vrai nom pour pouvoir les battre, parce que ça va vous permettre de les affaiblir, de les attaquer et tout. Donc dans les petites mécaniques, on va dire, c'est là qu'apparaît le ton, même si on n'a pas un univers à proprement parler. Mais le ton, il va aussi arriver d'un des trucs qui fait le plus la spécificité de Beyond the Wall, si vous voulez mon avis, vers lequel on va se rendre immédiatement. Donc on n'arrive pas tout de suite là où je voulais vous emmener en fait. Mais le bestiaire, c'est pareil. Et on a voilà pas mal de monstres, assez thématiques aussi. On en a franchement pas mal. C'est-à-dire que un truc que j'aime beaucoup, que j'ai oublié de dire, mais qu'il faut tout de suite dire, c'est que c'est un jeu clé en main où il y a tout, peut-être pas en fait. Il faut 2 livres. Le premier livre, il va vous donner des monstres, des classes, des trucs et tout. Clairement, il vous permet en fait déjà de jouer le livre qu'on est en train de feuilleter à tout ce que vous voulez, si vous avez un peu des capacités d'improvisation, etc., de créer le monde derrière. Il n'y a pas de conseils pour créer un monde plus grand, etc. Donc, il n'est pas 100% complet, on pourrait dire, mais en termes de règles, il l'est, on va dire. Vous avez vos classes, vous avez votre bestiaire, vous avez vos sorts et tout. Ça, en un seul livre, c'est très très cool. Le deuxième livre, on va voir, qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Donc on a voilà, un bestiaire quand même assez complet, la Dame des Nuages, Gardien Spectral. On n'a pas des monstres
Gonzo, genre Otyug, je sais plus quoi. Ah, on a quand même un oursibou, vous voyez. On va pas avoir des hommes lézards, des trucs comme ça, parce qu'on est quand même dans un truc assez pastoral, assez campagne anglaise, fantasy classique, conte. Et pour ça, on a tous les monstres qu'il faut. On va pas partir dans, genre, il n'y a pas des flagelleurs mentaux, ce genre de trucs, vous voyez. On a des trucs pour créer des monstres un petit peu, créer un démon, créer un dragon, créer un goblinoïde. Donc vraiment, les 3 grandes forces du mal dans les, les trucs classiques, hein. On n'a pas un truc pour créer les morts vivants, tiens, ça c'est étonnant. C'est peut-être dans des suppléments qui sont encore arrivés après. Bref, on a un bestiaire. Et là, on arrive dans un des trucs qui fait le plus la spécificité, c'est les livrets de personnages et de scénarios qui vous permettent de vous lancer très très rapidement. Donc les livrets de personnages, en fait, c'est un livret en 4... Ouais, c'est ça, 4 feuillets, quoi, un livret. Donc un livret, en fait, c'est ça. Donc vous les retrouvez dans le bouquin, mais vous pouvez aussi les imprimer, etc. Ça prend cette forme-là. Et ça fait beaucoup penser aux jeux Powered by the Apocalypse, qui ont la bonne idée de créer des sortes de feuilles de personnages qu'on va remplir, un peu des feuilles à trous, pour créer très rapidement des personnages, et qu'à la fois on a un côté un peu pré-tiré, un peu cadré, mais en même temps une part d'aléatoire, et en même temps, voilà, que notre personnage il a un peu de personnalité, qu'on puisse se lier les uns aux autres. Et donc dans un livret comme celui-ci, en fait, on va pouvoir développer notre personnage. Donc c'est une autre manière de créer son personnage que les classes qu'on a vues tout à l'heure. Les classes c'est un peu plus abrupt, on a que la mécanique. Là ça donne le ton. Donc si on va par exemple sur l'aspirante chevaleresse, eh ben, on va pouvoir déterminer comment s'est déroulée son enfance. On va jeter un dé 12. Comment on s'est distingué par rapport aux autres enfants. On jette un dé 8. Les autres personnages étaient-ils vos meilleurs amis? Qui d'autre dans le village s'est lié d'amitié avec vous dans votre enfance? Un des 8, etc. Et à chaque fois qu'on jette les dés, en fait, on gagne des caractéristiques en fonction. Si par exemple, les pêcheurs apprécient votre personnage, vous avez échangé nombre d'histoires avec eux, vous gagnez 2 en dextérité et 1 en sagesse. À savoir que dans la création de personnages sans livret, en fait, vous tirez aléatoirement vos caractéristiques, vous jetez, il me semble, 4 des 6, vous choisissez les 3 meilleurs pour chacune de vos caractéristiques, vous les additionnez. Donc si par exemple, je veux savoir combien j'ai en sagesse, hop, je lance 4d6, j'ai fait 1, 4, 5, 5, bah je fais 4, 5, 5, je les additionne, ça fait 14, j'ai 14 en sagesse. Ça, c'est la méthode purement mécanique du tout début du bouquin. Là, en fait, c'est différent, c'est en fonction de l'histoire de votre personnage, vous lui ajoutez des caractéristiques. Donc, toutes vos caractéristiques commencent à 8, là, par exemple, sauf votre force qui commence à 12 parce que vous avez pris le livret aspirante chevaleresse, donc en fait, vous êtes une guerrière concrètement. Donc, votre force commence plus haut. Et ensuite, chaque dé va venir ajouter des bonus qui vont s'ajouter pour avoir votre caractéristique finale, quoi, en fonction de votre passé. Et donc, ça raconte quelque chose sur votre personnage. Dès le début du one-shot de la partie, on peut faire un peu ces jets de dés et au fur et à mesure, on découvre qui est le personnage de chacun. Et c'est sympathique, ça lui donne une histoire. On peut déjà commencer à se raconter des choses dans cette phase-là de la partie. Ça, c'est très, très intéressant. Et puis, ce qui est vachement intéressant avec ça, c'est que même si vous faites ça au début d'un one-shot, c'est déjà une ouverture vers la suite. Parce qu'en fait, vous racontez des choses sur votre personnage, vous liez à des PNJ du village dans lequel on va jouer. Tout ça de manière organique. Ensuite, on vous rappelle comment remplir votre fiche. Donc toujours, si je reprends mon livret, vous avez un rappel des règles, vos capacités de classe, comment utiliser vos points de chance, et même votre profil de progression. Donc en fait, vous pourriez commencer à jouer juste avec ça, plus une feuille blanche à côté pour prendre quelques notes. Et en fait, si vous avez envie de donner suite, bah, vous gardez ça parce que c'est c'est pas mal, hein. Vous pouvez ranger des trucs, ça vous fait comme une petite pochette. Vous imprimez la feuille de personnage du jeu, vous la glissez dedans, et vous gardez ça pour toute la suite de la campagne, et si les gens sont chauds pour partir en campagne. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper bien pensé, parce que souvent... En fait, dans les jeux d'aventure à la D&D classique, etc., c'est soit vous créez un personnage et le processus peut parfois être très long. Tout dépend du jeu. Dans l'OSR, en général, ça va un peu plus vite. Enfin, il y a une galaxie de jeux de ce genre, d'accord. Donc, on ne peut pas vraiment faire de grandes généralités, mais quand même, vous avez soit le truc où il y a plein de talents, de dons, etc., création de personnages très très longue. Soit vous prenez un prêt-tiré tout fait avec plein de capacités que vous découvrez un peu à la lecture. Là, c'est pas toujours évident de mettre le pied à l'étrier. Et du coup, vous passez plus de temps en fait concentré au moment même où vous découvrez votre prêt-tiré parfois. Hein. Vous passez plus de temps concentré en fait sur les mécaniques du personnage. Quand on vous donne la fiche du prêt-tiré, vous regardez, attends, c'est quoi mes capacités? Vous êtes un peu perdu là-dedans. Parfois plus que sur le petit paragraphe qui est censé lui donner de la personnalité, vous voyez. Là, ça permet de mixer habilement les deux en fait. Tandis que vous ajoutez des éléments mécaniques sur votre feuille et que le MJ peut vous expliquer comment on fait, vous découvrez aussi le passé de votre personnage aléatoirement. En plus, ça donne encore plus un sentiment de « c'est mon personnage », quoi. Tout en ayant le côté pré-tiré, j'ai choisi quand même un archétype. Je suis pas parti de zéro. Et avec le truc pour remplir votre fiche et tout, enfin franchement, moi je trouve ça nickel en fait.
Ça vous choisit même un peu d'équipement et tout, donc vraiment ça, je suis assez fan. Donc dans le livre de base, vous en avez 6 de livrets. Vous avez l'apprentie sorcière, l'aspirante chevaleresse, le héros du village, le jeune rôdeur, le magicien autodidacte, la voleuse en devenir. Donc vous en avez 6. Et ensuite, vous avez des livrets de MJ pour créer un scénario rapidement. En fait, c'est une sorte de template d'aventure. Et c'est là où, encore une fois, le ton, conte, etc. apparaît très très bien. Parce que là, le scénario, c'est la colère des fées. Enfin, je veux dire, c'est assez thématique. Le culte secret, alors, je les ai pas relus. Hein. Le culte secret, ça fait déjà un peu plus Toulouse et tout, quand même. Mais je sais plus de quoi ça cause exactement. Et en fait, ça cause pas forcément nécessairement un truc ultra précis. Parce qu'il y a des tables aléatoires. Donc, vous tirez aléatoirement le nom du village dans lequel va se passer la partie de ce soir. Là, vous avez une petite table avec des noms de PNJ au cas où pour vous en sortir. Encore une fois, je rappelle, vous pouvez l'imprimer sous forme de petits livrets. Donc ça, c'est votre panneau de contrôle, entre guillemets, de MJ. Lorsque vous allez penser la partie, il est préparé, en fait. Ça, c'est excellent. Je trouve que l'idée, plutôt que de faire des gros scénarios dans des bouquins, même couverture souple, hein, mais où c'est paragraphe par paragraphe, les scènes les unes après les autres, là, clairement, on vous apprend beaucoup plus ce que c'est qu'un bac à sable et ce que vous pouvez préparer, en fait. Ensuite, voilà, la colère des fées. Donc, quelle est la cause de la colère? Boum, vous tirez aléatoirement la cause de la colère des fées. Tac, vous le mettez. L'étrange nature de la cour féerique. Donc, à quel genre de fée on a affaire? Ce qui est génial, c'est que vous pouvez jouer plusieurs fois ce truc. Si par exemple, vous avez envie de vous débuter en tant que MJ, ou alors vous avez très souvent à faire jouer de nouvelles personnes dans convention, dans une association, j'en sais rien. Vous pouvez réutiliser à chaque fois ce livret, et à chaque fois ce sera différent, même pour vous le MJ. C'est ça qui est très très bon, sans que vous soyez complètement à réinventer la roue non plus, parce que vous vous souvenez à peu près de comment ça s'est passé la fois d'avant. Là, il y a quelques facteurs qui vont changer. Je sais pas à quel point ça change complètement le truc, mais je trouve que c'est une très très bonne idée. Quelle est la faiblesse secrète du Seigneur des Fées? Enfin, vous tirez comme ça, en gros, toute l'histoire des fées, la quête dans la forêt, donc c'est des trucs assez archétypaux, mais en fait, à force d'avoir différentes variables, on va avoir plein de trucs. Et puis il y a même l'aventure continue. Comment enchaîner? Que s'est-il passé dernièrement? Franchement, j'aimerais bien réessayer de faire un truc comme ça. Je pense, j'y jouerais si j'étais en physique et que je devais faire jouer des gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle et pour qui la fantasy, ça leur parle un petit peu. Parce que c'est des thèmes simples, qu'on connaît. Parce qu'il y a du bon matos pour jouer en termes de livret et tout. Ça me donnerait envie d'y jouer en physique et en plus, je trouve, et là, même si je joue pas à Beyond the Wall, ça pourrait m'être utile, que l'écran du maître du jeu, il est juste magnifique. C'est en fait, plus ou moins la couverture agrandie de Further Afield. Donc, en français, je sais pas comment ils l'ont traduit, on va le regarder juste après, c'est le deuxième bouquin. Further Afield. Mon accent anglais est old school. Et je trouve que elle est hyper simple, mais elle est trop trop belle. Et j'adore le côté un peu blurry. Enfin, c'est un peu... En fait, ça me fait penser... le côté légèrement flou, ça me fait penser au style qu'on a pour Free League et tout, que j'adore, moi. J'adore l'écran du maître de jeu. En plus, il est vraiment hyper épais. Il est trop bien. Trop bien. Moi, je vous le dis, il est trop bien. Ok. On va passer rapidement sur le deuxième bouquin. Juste pour résumer jusqu'à maintenant, ce que je trouve vraiment bien, c'est ce côté livret. Moi, j'ai les autres livres en anglais qui ajoutent plein d'autres livrets. Il y a un autre livre qui s'appelle Heroes Old and Young, un truc comme ça qui ajoute... plein de trucs, il y en a un qui rajoute des trucs plus dark, etc., avec encore une fois des livrets. Donc en fait, au tout cumulé, si vous allez vers les versions anglaises, etc., vous avez plein de livrets différents qui, en partant à chaque fois des classes de base, proposent des personnages qui ont une saveur complètement différente. Même si mécaniquement, le jeu essaie de rester extrêmement simple et donc vous n'avez pas 15 000 classes, le livret, en fait, la manière dont contextualiser le personnage, comment ça se fait que j'ai 17 en force, vous voyez, parfois c'est plus important que de savoir qu'une classe donne 15 en force et l'autre donne 17 en force. Le fait de savoir que mon personnage c'est un guerrier, ton personnage c'est un guerrier, mais que l'histoire qui les a amenés grâce à des jets aléatoires, grâce au livret, à avoir tous les deux 17 en force n'est pas la même, je trouve que ça donne beaucoup de saveur et c'est très très bon. Et pareil pour les livrets de MJ, même si, voilà, j'ai pas testé. Et donc, voilà, ils l'ont traduit toujours plus loin, Further Afield. Et donc là, on vous parle beaucoup plus de bac à sable. Et donc ça, c'est vraiment, à partir du moment où vous avez passé votre première aventure, votre premier truc, genre la colère des fées, que vous êtes sorti des murs du village finalement, etc. À partir de ce moment-là, vous entrez potentiellement dans le mode, le groupe a envie de continuer à jouer, ça leur a plu, ils ont envie d'aller un peu plus loin du village, on va jouer une grande campagne. Et donc là, on entre en bac à sable. Donc il y a tout un processus que je ne vais pas vous détailler, mais pour créer le bac à sable de manière coopérative. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était pareil, je crois que je l'ai survolé un peu vite, attendez. J'avais oublié, je fais des allers-retours. J'avais oublié, mais dans le livre de base, on vous invite aussi à créer le village. Et quand vous créez le village,
Ça, c'est quand même vachement intéressant, j'avais complètement zappé. Vous créez votre village et dans les livrets, à côté d'un des tableaux, par exemple, les autres personnages étaient vos meilleurs amis. Qui d'autre dans le village s'est lié d'amitié avec vous durant votre enfance? Il y a ce petit symbole avec la main, c'est-à-dire qu'on va créer un PNJ et on va l'ajouter à notre fiche de village. On va créer un objet, on va créer un lieu. Et comme ça, petit à petit, en fait, de manière collaborative, vous allez aussi créer votre village parce que vous avez une feuille de village qui est ici, avec au milieu l'auberge, et au fur et à mesure, vous pouvez dessiner les lieux et ajouter les PNJ importants au fur et à mesure qu'ils apparaissent pendant la création de personnages. Donc ça, c'est excellent aussi. Dans le deuxième bouquin, on vous invite à faire plus ou moins un procédé semblable sur ce qu'il y a dans le lointain. Donc on crée une carte en hex-scroll qui va jusque loin, en fait, tout le royaume qui entoure le village, et on passe au niveau supérieur, entre guillemets. Et là, les joueurs, ils vont pouvoir, à base de rumeurs, à base de contes, à base de mythes, ajouter des lieux, ajouter des factions, ajouter des dangers, ajouter des trucs qui sont pas forcément canons immédiatement. Le MJ, il peut passer une sorte de petit filtre de mystère par-dessus. Mais en tout cas, c'est ce que les joueurs, ou plutôt leurs personnages, pensent qu'il y a au-delà de chez eux. Et ça permet d'inspirer tous ensemble la création du monde. Donc ça, c'est vraiment top, je trouve. On vous explique comment le faire, à remplir la carte et tout. Ensuite, on vous parle des menaces. Et les menaces, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est le passage de... En fait, c'est les fronts, en fait. Hein. Je pense qu'il y a quand même un certain impact du Powered by the Apocalypse sur ce jeu, même si les mécaniques sont très OSR. Je pense que cette réflexion-là est passée par là, quoi. La manière de formuler le truc en mode menace, l'imminence, l'évolution de la menace, etc., c'est très front de jeu PBTA, quoi. Donc en fait, au lieu de jouer un peu le Monster of the Week ou le problème du village, cette fois-ci, on passe à une autre forme de template d'aventure qui est celle de l'aventure au long cours, quoi. On vous explique comment mener une campagne au long terme, l'exploration, se reposer, etc. Il y a des nouvelles choses. Là, on parle de la mort et nouveau PJ. Alors ça, c'est assez étonnant qu'on n'en parle pas dans l'autre truc. Enfin, peut-être parce que c'est plus pensé comme des one-shots. Là, on vous parle de comment réintégrer les PJ s'ils disparaissent en cours de campagne. Je vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des traits pour venir un peu plus personnaliser les personnages sur le long cours, parce que si on joue au long cours, peut-être qu'on veut avoir un tout petit peu plus de profondeur mécanique. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ici, vous voyez, vous avez très livrés de personnages, et là, vous voyez plein de livrets de personnages, mais qui n'ont pas encore été traduits en français, je pense pas, ou alors peut-être qu'ils sont sur le site de l'éditeur. Mais voilà. Je sais plus dans quel ordre sont sortis les bouquins. Tout ça, c'est des livrets qu'on retrouve dans l'ensemble de la gamme Beyond the Wall. Donc, on a le jeune pâtre, la fille d'une légende, le haut elfe, la tutrice érudite, l'exploratrice de donjons. Donc, on a plus de livrets que les 6 dont on parlait plus tôt. Là, vous voyez, on vous conseille des traits pour chaque livret. Et en fait, c'est des livrets qui sont pas encore disponibles en français, je crois. Ensuite, on a des trucs pour avoir plus de trésors, etc. Vu qu'on va entrer dans plus d'exploration. Création d'objets magiques, des rituels en plus. Je vous passe les détails. Des règles alternatives pour varier un peu plus les combats. On a un petit peu des coups spéciaux, des postures si on veut être plutôt défensif, agressif, donc pour ajouter un peu de profondeur. Et je trouve ça pas idiot, franchement, de le mettre dans un deuxième livre. Alors, après, chacun verra midi à sa porte. Il y en a qui diront, bah ça, j'aurais bien aimé avoir dans le livre de base et tout. C'est vrai que moi, je suis assez... j'aime beaucoup quand, dans un seul livre, on a vraiment tout ce qu'il y a de plus essentiel pour jouer. Donc ensuite, c'est la définition de qu'est-ce qui est essentiel. Certains regretteront peut-être que cette petite option ne se trouve pas dans le livre de base, etc., etc. Moi, je trouve ça malin parce que le premier livre, en fait, il est vraiment pensé... on va se lancer dans des aventures vite fait, là. Et donc, plus vous allez ajouter de petites mécaniques optionnelles ou à chaque fois, surtout un MJ débutant, quand il va l'avoir, il va se dire « Ah, ça, ce serait plus réaliste et tout. » Il va commencer à se dire « Il faut que je mette tout. » J'ai l'impression que souvent, ce qui fascine... le fait d'avoir 15 000 coups spéciaux, etc. Ça fascine beaucoup les MJ débutants parce qu'ils se disent c'est plus réaliste, ça va amener des trucs et tout. Et en fait, quand vous avez de l'expérience, que vous jouez beaucoup, vous commencez à voir ce que vous trouvez vraiment bien et ce que vous trouvez moins bien. Quand vous êtes débutant, c'est très difficile au début de se dire je vais pas utiliser cette règle, je vais pas utiliser cette règle. Donc mettre un peu moins de règles dans la base qui se veut plus one shot, on fait une soirée et tout. Moi, je trouve ça plutôt malin. Et de mettre les règles un peu plus avancées après, je trouve ça pas trop mal, pas trop mal. Exemple de région, donc là c'est pour créer des lieux et tout. Et ensuite on arrive dans les livrets de menaces. Donc les livrets de menaces, c'est un peu comme les livrets de scénario dont on parlait avant, sauf que c'est des menaces un peu plus long terme. On a la pestilence, le prince gris, la cité impériale. Donc ça c'est des grandes menaces lointaines qui vont peut-être atteindre le village si on ne fait rien. C'est plutôt ça le délire. Le dragon revanchard. Donc à chaque fois, c'est des tropes ultra classiques, genre le dragon qui vient pour tout saccager. Moi j'adore. La cité impériale, c'est ultra classique aussi. C'est genre la civilisation très avancée qui va venir essayer d'écraser le petit peuple pastoral. C'est Isengard, vous voyez. Le prince gris, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, vous avez
4 grandes menaces hyper classiques de la fantasy avec des petits twists, des petits trucs aléatoires que vous pouvez mettre. Un truc pour lier au personnage en plus, c'est sympa, par exemple le dragon. Vous voyez, il y a un jet de dés, comment le dragon a-t-il marqué votre enfance? Et pour chaque PJ, vous pouvez tirer ça. Et ça crée une haine envers ce dragon. Et c'est ultra thématique parce que le dragon est revanchard. Et donc vous voulez vous venger du dragon et le dragon, lui, veut se venger d'autres choses. Et c'est très très bon, moi j'aime bien. Et ensuite, on arrive sur des petites aides de jeu. Donc, on a de quoi voilà, créer le monde avec la méthode qui est expliquée, le X-Scroll, un calendrier, une feuille de personnage un peu plus garnie. Et puis, on a fait le tour, grosso modo, de ce jeu. Donc voilà, moi, je ne vais certainement pas y jouer. Néanmoins, je dois admettre que ce jeu, il a un truc que j'aime beaucoup, en son ton, etc. Et il m'a marqué, parce que la plupart de mes campagnes de fantasy, alors que dans ma tête, vous voyez, on entend souvent, ouais, commencer dans une auberge, c'est nul, commencer dans un machin, c'est nul, c'est vu et revu. Moi, c'est le truc qui m'a un peu réconcilié avec ça, j'aime beaucoup le côté, on est dans un village, on est dans le quotidien, et c'est ensuite qu'on découvre plus grand. Et d'ailleurs, ma campagne de Shadow Dark que je joue actuellement, c'est un petit peu ça, la base, c'est que tous les joueurs, ils doivent venir du même village. Tous les personnages doivent venir du même village. Voilà, on fait simple. J'ai pas envie qu'il y ait machin qui vienne de l'autre bout du monde, Bidule qui est le chevalier de la capitale de Zwanligouda et qui se retrouvent tous pour affronter un dragon niveau 77 au niveau 1. Non, moi j'ai envie qu'ils découvrent ensemble le monde. Et en fait, tout le jeu tourne autour de ça, quoi. Beyond the Wall, il fait vachement bien ça. Et donc on se retrouve un peu dans un truc, j'ai envie de dire, un peu à la Zelda. Enfin, je sais pas, ce côté, le monde me paraît bien vaste au-delà du petit endroit où on peut créer nos personnages. Néanmoins, le petit endroit où on peut créer nos personnages, bah voilà, il a ses détails, il a ses trucs, il y a ce PNJ que je connais, ce machin que je connais, donc j'y tiens, et c'est pas creux, et c'est pas juste un village random. Alors je dois admettre que dans ma campagne de Shadow Dark, le village, il est un peu random, par contre. Je suis en train de dire ça, mais c'est aussi lié au fait que c'est une table ouverte, donc les joueurs changent tout le temps, donc on se concentre moins sur le village, plus sur l'exploration tout de suite, mais le fait de commencer petit, le jeu le comprend très bien, Beyond the Wall, et sa gamme, elle évolue dans ce sens-là. Elle commence en vous disant jouer dans le village, puis aller plus loin, et ça c'est très bon. Donc voilà, je suis allé voir sur le site, j'ai pas l'impression qu'il y ait des livrets supplémentaires par rapport à ceux qui sont proposés dans le livre de base, mais en anglais, vous trouvez les livrets, vous trouvez plein d'autres livrets, donc si vous êtes bon en anglais, bah, jetez-vous dessus. Je crois qu'ils sont gratuits en plus, hein, les livrets en anglais. J'espère que tout ça, que tout va être traduit, parce que je pense que c'est un excellent jeu, même si, comme pour tous les jeux, il y a une part des goûts et des couleurs, mais il fait très bien ce qu'il veut faire, en fait, plutôt que de proposer... En fait, c'est de l'OSR. Il change un peu du donjon où on va avec des torches dans des tunnels, des pyramides pour trouver des trésors. Il met en avant un côté collaboratif pour la création de l'aventure, pour alléger un peu le MJ. Il se présente pas comme des modules, vous savez, avec des salles, des donjons, etc., mais plus comme du jeu un peu ouvert et très wild. Vous voyez, c'est plus le voyage, plus la nature que les donjons. Donc il y a un peu un côté Tolkien, je sais pas comment dire. C'était mon ressenti sur ce jeu, j'avais envie d'en reparler. J'espère que ça vous donnera envie d'y jeter un coup d'œil, peut-être. Il me semble que sur le Discord, j'avais parlé à des gens qui adoraient ce jeu, donc j'imagine qu'ils doivent être bien contents de le voir arriver en français. Je vais vous quitter là-dessus, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ou en live. Bye!